La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Bonjour Félix. Bonjour Mario. Toute une histoire que tu signes ce matin dans le journal sur un décès survenu en prison. Avec mes collègues Éric Thibault et Maxime Delan, deux excellents journalistes de l'agence QMI et de notre bureau d'enquête, on va porter notre regard sur le décès de André Sauvageau. C'est un ancien Hells Angels. Il est décédé en 2019 alors qu'il était en prison. Et là, apprend-on ce meurtre, ce décès que l'on croyait naturel est finalement un meurtre qui aurait été commandé par le caïd Grégory Woolley et offert en cadeau à Maurice Boucher, donc le défunt chef des Hells Angels. Ça fait partie des révélations, Mario, là, du projet Alliance. Le projet Alliance, c'est la plus grosse enquête criminelle en cours au pays sur des questions de meurtre prémédité, complot de meurtre. En essence, ce sont les confessions de Frédéric Silva, là, qui est un des plus prolifiques tueurs à gages de l'histoire du pays. Là, alors, je décortique ça avec toutes sortes de petites questions. D'abord, quand tu dis on croyait une mort naturelle, on croyait, genre, les autorités avaient conclu à une mort naturelle. Oui, la coroner avait conclu à une mort naturelle. Alors, les observations post-mortem, c'est que il y avait un liquide noirâtre qui s'apparentait à du sang mélangé avec un liquide gastrique qui avait été décelé sur la bouche de M. Sauvageau, les draps et l'oreiller sur lequel il reposait pendant sa présence en prison. Alors, c'est Julie Kim Godin, la coroner, qui, dans un rapport d'enquête qu'elle a signé le 27 janvier 2020, affirmait ça. Sauvageau avait 59 ans. Quand il a été retrouvé, il était bien sûr dans sa cellule de la prison de Rivière-des-Prairies au matin du 26 mai. Alors, ce que les experts qui aussi post-mortem, évidemment, ont regardé plus précisément, c'était quoi les causes de ce décès-là. Et là, c'est assez compliqué, sauf que on a vraiment conclu à une hémorragie digestive. Par contre, 3 jours après le décès de Sauvageau, on a aussi on a fait des analyses toxicologiques. On a trouvé une concentration de 14 nanogrammes de fentanyl dans son sang, alors que 3 nanogrammes de fentanyl peuvent suffire à causer un décès par surdose. Donc, dans les aveux de Silva, lui, il dit... Écoutez, cette affaire-là, cette mort-là, oubliez ça, là, c'était un meurtre. Il avoue ça aux policiers. Oui, il avoue ça, il avoue qui l'a fait et il avoue pourquoi il l'a fait. Là, écoute, est-ce que ce seront les aveux les plus retentissants? Oui, c'est un peu retentissant, mais sauf que les deux principaux protagonistes de cette affaire-là sont décédés. Celui qui l'a commandé, Grégory Woolley, qui a été abattu, là, il y a un an, là, à Saint-Jean-sur-Richelieu, devant sa femme et son enfant, et puis Maurice Boucher, qui lui aussi est décédé assez récemment. Alors, bon, ce serait surprenant que ça donne lieu à des accusations, on s'entend. Par contre, ce que ça nous démontre, c'est toutes les intrigues de palais, entre guillemets, qui, dans le monde criminel, puis dans le monde du crime organisé, se soldent souvent par des meurtres, parce que André Sauvageau, là, que l'on surnommait frisé par opposition aux cheveux qu'il avait sur le crâne parce que M. Sauvageau était chauve. C'était un ennemi juré de Maurice Boucher. Pourquoi? Parce que avant d'être un Hells Angels, André Sauvageau était un rock machine. Tu te rappelles bien de la guerre des motards? Rock machine contre Hells Angels. Il y a eu, à un moment donné, après cette guerre-là, ce qu'on a appelé un échange patch pour patch, un patch over, c'est-à-dire les Rock Machines qui étaient devenus des bandidos pour plusieurs, là, sont passés dans le camp des Hells Angels, puis une patch des Rock Machines ou des bandidos équivalait à une patch des Hells Angels. Ça avait été décrié par une partie des Hells Angels, tout ça, en tout cas, bref. Donc lui est rentré dans les Hells, mais Boucher ne l'a jamais accepté, c'est ça? Il l'a toujours vu comme un traître? Oui, en plus, Boucher s'en était confessé à sa fille. Ça a été relaté dans un de nos livres, à moi, Éric Thibault, là, qui s'appelle Le Parloir. Que Monsieur Sauvageau entretenait aussi, là, en tout cas, en 2014, une relation avec l'ancienne maîtresse de Maurice Boucher. Alors, ça faisait pas l'affaire. Ça, il n'a pas aimé ça, Maurice. Non, alors voilà. Sauf que, ce qui est bien curieux là-dedans, c'est ce qui est curieux,
ce qui est curieux et pertinent, c'est que là, les autorités médicales vont devoir revoir ce rapport-là. Là. Mais là, non, mais il me reste une question, mais OK. Ah oui, vas-y. On comprend pourquoi Mme Boucher voulait la mort du gars, il a couché avec sa maîtresse. Mettons, je dis ça, là. Bon. Disons. Il est parti en voyage avec. On ne sait pas s'il a couché avec, il est parti en voyage avec. On ne sait pas on n'était pas là. Ce qui est arrivé dans le Sud, on n'était pas là. Bon. Mais pourquoi Woolley aurait fait ce cadeau-là? Pourquoi Woolley aurait fait... Parce qu'on dit, tu nous as dit tantôt, Woolley lui fait ça comme il provoque cette mort-là, il commande cette mort-là pour faire un cadeau à Mme Boucher. Mais pourquoi lui, il fait un cadeau à Mme Boucher? Parce que Grégory Woolley, si ce n'était pas de Maurice Boucher, aurait jamais accédé au plus haut rang du crime organisé. OK, il y en devait une. Ah, il y en devait plusieurs. Il y en devait plusieurs. Grégory Woolley, il en devait plusieurs et il en a fait plusieurs. Alors, Grégory Woolley, à l'époque où Maurice Boucher était encore à l'extérieur des murs, avait été promu dans un club de motards qui s'appelait les Rockers, qui exécutait les bases œuvres du chapitre nomade. C'était le premier Afro-Américain ou Afro-Canadien à faire partie d'un club de motards comme celui-ci au Canada, alors que la charte, les règlements des Hells Angels interdisaient aux Afro-Américains, qu'ils nomment dans des termes un peu plus crus, de faire partie du club. Alors, Maurice Boucher... Est-ce que tu es en train de dire que la Constitution des Hells Angels va à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Canada? Je suis obligé de l'admettre, Mario. Je suis obligé de l'admettre. C'est parce que je dis ça à peine cynique, parce qu'eux, ils invoquent, quand c'est pour le temps de dire que des perquisitions ont été exagérées, ils invoquent la charte, les avocats des Hells, là, invoquent la charte à tout bout de champ, puis tu me dis qu'eux-mêmes, leur statut interne ne respecte pas la charte qu'ils invoquent. Belle preuve de cynisme, Mario. Bravo. Alors, tu comprends ma déception, là. Je comprends ta déception et je la partage. Alors, maintenant que ça est dit, ben là, Grégory Woolley, je te donne un exemple, là, il a tellement grandi au sein de cette organisation et de l'organisation du clan sicilien à Montréal que le jour des funérailles, je pense que ce sont les funérailles de Gaëtan Beauchamp, si ma mémoire est fidèle, mais c'était au salon Urgel-Bourgie de la rue Sherbrooke-Est à Montréal. Grégory Woolley est arrivé à bord de la Ferrari de Loris Cavalière. Loris Cavalière, l'ancien consigliere de la mafia montréalaise, déchu de son titre d'avocat là, parce qu'il a été accusé dans l'opération Mago Mastiff. Alors, c'est ça. Ça, c'est Maurice Boucher qui est à l'origine de la montée en force de Grégory Woolley. Quelle histoire. Hey, des chiffres sur ce qu'on disait à propos du chemin du fentanyl vers les États-Unis, parce que Trump met 25% de douane sur le Mexique, ou menace de mettre sur le Mexique et le Canada ses douanes, en disant, il y a le dossier du fentanyl qui m'écœure là, dans la gestion de la frontière. C'est pas les mêmes quantités, le Canada-Mexique, là. Écoute, c'est mon collègue Vincent Larouche qui appuie encore un peu plus fort sur ce que l'on disait hier au fond, c'est que les chiffres là, année après année sur les saisies de fentanyl par les agents fondaliers américains, ben ça se concentre massivement à leur frontière sud depuis 2 ans sur les 49 000 livres saisis. Il y a à peine 53 livres qui l'ont été à la frontière canadienne. Je t'ai parlé hier d'une saisie énorme de fentanyl il y a quelques mois qui aurait pu tuer si utilisé 5 millions de personnes, la moitié de Houston au Texas. Je t'ai parlé de la méga perquisition à Surrey en Colombie-Britannique qui était liée directement au cartel mexicain. Et plus à l'avant, c'est sûr que ce sont pas ceux qui tentent de passer la frontière avec les États-Unis, exemple en marchant du Darien jusqu'à l'Amérique centrale, en traversant tous ces pays-là qui transportent avec eux des cargaisons de fentanyl. Ce sont des vrais narcotrafiquants installés au Mexique, des cartels. Ouais, c'est ça. Premièrement, je veux dire, ces cargaisons-là sont presque indétectables souvent, et aussi, oublie pas qu'il y a des tunnels sous la frontière, surtout là dans l'État de Tijuana qui nous mène à San Diego et au sud de la Californie. Merci Félix, à demain. Au revoir, merci.